bonjour à tous. Alors merci de cette invitation. Peut-être vous dire deux mots de France Stratégie, qui est un service du Premier ministre en charge des questions de prospective et d'évaluation de politique publique, et qui a été saisi par les ministères de la Transition écologique, de la cohésion des territoires, de la ville et du logement, dans le cadre du plan biodiversité, pour essayer d'éclairer l'objectif du zéro artificialisation nette qui avait été fixé par ce plan en juillet 2018. On a eu trois principales questions auxquelles on nous a demandé d'apporter des éléments de réponse. La première, essayer de définir l'artificialisation. Ensuite, d'identifier des modèles techniques et surtout économiques de renaturation pour envisager les voies de réparation, entre guillemets, de cette artificialisation. Et surtout, d'établir des scénarios de réduction de l'artificialisation brute visant à atteindre l'objectif zéro artificialisation nette. Alors, pourquoi s'intéresser au zéro artificialisation? Moi, je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas juriste, je ne suis pas économiste, je suis biologiste. Et c'est bien dans la perspective du plan biodiversité que nous avons été interrogés. Il y a deux grands défis environnementaux, la lutte contre le changement climatique et la lutte contre l'érosion de la biodiversité, qui appellent à une gestion plus sobre des sols, qui sont une source de séquestration de carbone et dont on sait qu'ils sont le principal facteur en cas de transformation d'érosion de la biodiversité. Alors, comment définir l'artificialisation des sols? Il y a une multitude de définitions dans la littérature scientifique. Derrière ce terme, vous avez un ensemble de processus de transformation qui vont avoir des impacts sur la biodiversité et sur le climat extrêmement variables. Et la définition qu'on a retenue dans ce rapport est en fait une sorte de pis-aller. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des dispositifs de suivi des espaces naturels, agricoles et forestiers, dont on sait qu'ils sont une source majeure de préservation et de réservoirs de biodiversité. Et donc, on va définir comme artificialisés les sols qui ne sont pas des espaces naturels, agricoles et forestiers. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, du fait des connaissances dont on dispose, aller plus loin. Donc, on a une définition de l'artificialisation qui est très imparfaite. C'est-à-dire qu'on va comptabiliser exactement de la même manière un jardin public ou un parking goudronné comme étant un espace artificialisé, alors que derrière, vous avez bien évidemment des impacts sur l'environnement, sur les sols, sur la séquestration de carbone et sur la biodiversité, qui sont extrêmement variables. Comment caractériser, comptabiliser cette artificialisation ? On a aujourd'hui trois principales bases de données, je ne sais pas si c'est pratique que je sois là, trois principales bases de données qui s'appuient en fait sur des méthodes d'analyse différentes. Corinne Landcover, qui est la méthode européenne qui est basée sur l'interprétation d'images satellitaires et qui nous donne un niveau d'artificialisation de l'ordre de 16 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers transformés chaque année en France. Deuxième base de données, Terutiluca, qui repose là sur une étude de terrain, qui est pilotée par le ministère de l'Agriculture. On arrive à un chiffre de 61 200 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui disparaissent chaque année en France. Donc on est d'un facteur 1 à 4 en fonction de la méthode. Et puis la dernière, ce sont les fichiers fonciers, les données du cadastre. Ce sont celles qu'on a retenues dans nos travaux parce que ce sont les plus précises. Et on est aux alentours de 23 000 hectares artificialisés chaque année en moyenne en France. Ce qui est sans doute une sous-estimation, puisque les données du cadastre ne comportent pas un certain nombre d'espaces, comme les infrastructures routières, certaines parcelles du domaine public. Alors, en France, si on se regarde par rapport à d'autres grands États européens, on se rend compte qu'on artificialise quand même plus en moyenne que d'autres pays de taille comparable. Si on rapporte le niveau d'artificialisation à la densité de population, on est aux alentours de 47 km² pour 100 000 habitants artificialisés chaque année en France. En Allemagne, on est à 41, Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne, Italie, on est à 30 km² pour 100 000 habitants, ou moins de 30. Donc, un stock d'artificialisation en France, rapporté à la densité, qui est plus important que ce qu'on observe dans d'autres pays européens. Cette croissance de l'artificialisation,
n'est pas parallèle à la croissance de la population. C'est ce qui est représenté sur ce graphique, avec en rouge donc la consommation d'espaces artificialisés, en bleu la croissance de la population. On se rend compte que depuis 1981, la population a augmenté de 19%, et dans le même temps, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, elle, a augmenté d'environ 70%. Donc ce n'est pas la croissance démographique seule qui, de manière linéaire, explique cette artificialisation. Artificialisation qui en stock est finalement assez constante au fil du temps. Sur ce graphique, on va s'intéresser uniquement à la courbe verte pleine, donc qui correspond à la moyenne de consommation d'Enaf selon les données Terruti-Lucas. On est aux alentours de 50 000 jusqu'à 60 000 hectares consommés chaque année, avec un effet crise en 2008 qui est assez flagrant, c'est-à-dire une hausse de la consommation avant et puis une chute ensuite, pour revenir à un niveau finalement assez semblable à celui qu'on avait auparavant. Donc une constance dans cette consommation qui mérite aussi d'être expliquée sur une base historique. Et puis également une dynamique d'artificialisation qui est très hétérogène sur le territoire. C'est ce qui est représenté sur cette carte, avec en rouge les communes sur lesquelles on a une consommation d'Enaf importante. Donc sans surprise dans les métropoles. Au niveau des zones littorales, ce qui est notamment le cas dans les Pays de la Loire, ce qui est intéressant aussi, ce sont les taches bleues, c'est-à-dire les communes pour lesquelles il y a des gains d'espaces naturels, agricoles et forestiers, ce qui s'explique par la méthode de comptabilisation, c'est-à-dire en gros des zones urbanisées qui redeviennent espaces Enaf, mais ce qui surtout nous donne une marge de manœuvre pour atteindre au niveau national le zéro artificialisation net. On peut donc imaginer une limitation de l'artificialisation brute, des gains d'Enaf dans d'autres communes et une atteinte du zéro artificialisation net. Quelles sont les causes de cette artificialisation ? Principale cause, sans surprise, l'habitat, qui représente 42% environ de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. En deuxième lieu, les infrastructures de transport liées au développement de l'habitat avec environ 28%. Et puis ensuite, le foncier économique, le foncier de service. Et puis, une surprise en tout cas, les infrastructures agricoles. On parle beaucoup de la consommation des espaces agricoles, mais le bâti agricole est aussi une source importante d'artificialisation puisque ça représente 8% du total. Si on rentre... je vais pas détailler tout ça, mais si on rentre dans le détail des instruments de politique publique et des acteurs publics qui vont bien évidemment jouer un rôle important dans ces dynamiques d'artificialisation. Au niveau local, les conseils régionaux avec les SRADET qui fixent un cadre d'orientation stratégique de long terme qui est appelé en théorie donc à prendre de plus en plus d'ampleur. Le bloc communal qui est tout à fait déterminant. Au niveau donc PLU et SCOT, je ne rentre pas dans le détail, des acteurs locaux qui sont bien évidemment soumis à des contraintes extrêmement variées, avec des conflits d'usage entre le souhait de voir le développement économique de la commune, de voir les populations croître, et puis aussi préserver l'environnement dans un certain nombre de cas. Et donc des injonctions un peu contradictoires que ces acteurs locaux doivent régler. Injonctions contradictoires qui ne sont pas forcément simplifiées par le cadre fixé par l'État, qui bien évidemment donc définit le cadre réglementaire, qui va aussi mettre en œuvre un certain nombre de cadres de fiscaux et de politiques de soutien à la construction qui vont dans un certain nombre de cas inciter à une artificialisation forte, et qui conduit aussi en propre des projets d'urbanisation qui sont fortement consommateurs de terre dans un certain nombre de cas. Donc là aussi, une position ou des éléments qui sont un peu contradictoires. Les acteurs privés jouent un rôle bien évidemment central, les entreprises par leur choix de positionnement notamment liés aux infrastructures de transport, et puis les ménages dont on sait qu'ils sont attachés à une image un petit peu traditionnelle de la maison pavillonnaire de plein pied avec le jardin qui va bien, qui donc est une source de consommation importante de terre artificialisée.
et une modification structurelle des ménages et de leur niveau de vie qui explique aussi l'accroissement de consommation de ces espaces naturels, agricoles et forestiers. Tendanciellement, le niveau de vie depuis 30 ans augmente et donc les Français, malgré la hausse du prix de l'immobilier, ont tendanciellement plus de pouvoir d'achat pour acheter plus de mètres carrés. C'est en tout cas ce que nous dit l'INSEE. Deux autres éléments d'explication importants dans ce diagnostic. La spécificité française d'avoir des prix de terres agricoles extrêmement faibles en comparaison d'autres pays européens. On est aux alentours de 6 000 € l'hectare contre 10 000 à 2 000 € en Italie, en Angleterre, au Danemark, en Allemagne, et on monte largement au-dessus dans certaines régions de l'Italie. Ce qui explique bien évidemment qu'il y a un intérêt pour les agriculteurs à voir leurs terres agricoles transformées en terrains urbanisés, faire la culbute pour leur permettre de dégager des sources de revenus importantes, notamment lorsqu'il y a un départ en retraite. Autre spécificité française, la sous-exploitation du foncier bâti, un taux de vacances des logements de 8% en France, qui est plus important que ce qu'on observe dans d'autres régions d'Europe, et qui croît progressivement, avec notamment au niveau de l'Île-de-France, mais c'est vrai dans d'autres régions, la vacance importante des locaux tertiaires. Autant de facteurs donc, qui expliquent l'artificialisation. Artificialisation dont on nous a demandé d'étudier les voies possibles de réparation, entre guillemets. Alors, la renaturation est une voie de réparation imparfaite. À partir du moment où on détruit un sol et où on détruit la biodiversité de ces sols, recréer un sol avec un état proche de son état naturel initial est quasiment impossible d'un point de vue strictement environnemental. Ça implique un certain nombre de méthodes, d'étapes, de déconstruction, de dépollution, de désimperméabilisation, de reconstruction de technosols. Tout ça a un coût. Qui sont aujourd'hui assez peu documentés. On est avec des coûts compris entre 100 et 400 € du mètre carré en fonction des études. Le prix moyen du mètre carré en France pour un terrain à construire, c'est 130 € du mètre carré. Donc on voit bien que le modèle économique pour rendre rentable l'utilisation de ces terres renaturées est quand même assez éloigné et qu'il faudra donc réfléchir à des dispositifs d'incitation pour que cette renaturation deviennent rentables. Autre difficulté, la quantification des espaces renaturables. On n'a pas aujourd'hui en France de base de données qui comptabilise et centralise l'ensemble de ces surfaces renaturables et qui les cartographie de manière précise. Alors comment peut-on voir l'évolution de l'artificialisation en France et quelle trajectoire imaginer pour atteindre le zéro artificialisation nette ? Alors ça a sauté, on a utilisé un modèle économétrique qui avait été développé par le Commissariat général au développement durable. La formule a disparu mais c'est pas grave. C'est un modèle très simple et simplificateur qui permet d'évaluer la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers en fonction des surfaces construites, du taux de renouvellement urbain et de la densité des nouvelles constructions. Et ce qu'on observe, c'est dans le cadre d'un scénario tendanciel, si on ne change rien, si on maintient jusqu'en 2030 le taux de renouvellement urbain actuel 0,43 chiffre INSEE, la cible de densité maintenue 0,16, on ne change pas le taux de vacances et le prix des terres libres, on atteindrait 20 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers consommés en 2030. Et donc en cumulé, ça ferait un total de 280 000 hectares artificialisés. C'est l'équivalent de la superficie du Luxembourg avec l'ensemble des impacts climatiques et de biodiversité que j'ai cités tout à l'heure. Si on joue sur d'autres paramètres de ce modèle, notamment sur la densité et le taux de renouvellement urbain, dans un scénario dit densification forte, on passe donc à un renouvellement urbain de 0,6 et à une cible de densité de 0,4, on diminuerait par 4 en gros la consommation des NAF et on atteindrait environ 5500 hectares en 2030. On a testé d'autres hypothèses. En jouant sur le taux de vacances, le prix des terres libres, on se rend compte que l'effet sera assez marginal par rapport à la densification pure. Donc tout ça pour dire que ce petit modèle qui est très simplificateur, qui mériterait d'être amélioré, précisé, etc., montre que en jouant sur la densité des nouvelles constructions, on pourrait réduire assez significativement l'artificialisation brute. Et on peut imaginer des dispositifs qui permettent de compenser le reliquat
d'artificialisation brute par de la renaturation pour atteindre le zéro artificialisation nette. Alors comment on fait ça? Quelles recommandations on peut envisager? Oui, alors ça c'est les cibles, je passe, mais quelles recommandations on peut envisager? Le premier point qui est essentiel, c'est la définition de l'artificialisation et donc disposer de bases de données suffisamment précises pour quantifier, géolocaliser, surtout caractériser les processus d'artificialisation. On a aujourd'hui un observatoire de l'artificialisation des sols qui a été lancé à l'été dernier par l'Institut géographique national, le CEREMA et le ministère de l'écologie. Ça va apporter des éléments de réponse qui sont indispensables si on veut véritablement instrumenter une politique de réduction de l'artificialisation. On a proposé un certain nombre de choses à France Stratégie, de recommandations, en jouant notamment sur les outils réglementaires ou fiscaux. On peut imaginer des dispositifs de plancher de densité pour les nouvelles constructions et de plancher de renouvellement urbain qui incitent à une densification plus forte, à jouer sur l'éligibilité au dispositif Pinel et notamment en privilégiant les constructions sur des terres non artificialisées et des soutiens à des constructions plus denses, en modulant également la taxe d'aménagement pour les projets qui ne changent pas l'emprise au sol ou qui l'affectent relativement peu. Pour que ça ait du sens, tout ça, ça ne peut être mis en œuvre qu'à une échelle locale adaptée. Ça n'a aucun sens que ce soit imposé d'en haut au niveau étatique, et donc ça implique une gouvernance adaptée au niveau local. Idéalement, sans doute, au niveau des communes, intercommunalités, voire départements, mais en tout cas, il faut que ça fasse sens par rapport au contexte économique et au contexte environnemental local. Dernière proposition qu'on peut imaginer pour atteindre le zéro artificialisation nette, il faut combiner réduction de l'artificialisation brute et renaturation. Donc on peut théoriquement imaginer des dispositifs de marché de droits artificialisés avec des échanges en fait de droits artificialisés entre communes. C'est un outil qui est assez théorique. Et ce qu'on propose de manière un petit peu plus rapide ou accessible, c'est d'envisager des dispositifs de modulation de la taxe d'aménagement avec une composante artificialisation qui pourrait ensuite financer des processus et des opérations de renaturation. Tout ça, ce ne sont que des recommandations, des propositions qui sont faites par France Stratégie, qui n'engagent pas l'action du gouvernement, mais qui ont été mis dans le débat public et qui ont été repris par un certain nombre de parlementaires dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances à l'automne dernier, et qui pourrait donc être appelé à émerger dans les années à venir. Et j'en ai fini, je crois. Oui.